Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous. Quelque part, bienvenue chez moi, du coup. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Nothing Duck, je suis directeur et associé au sein du cabinet de conseil MC2I. Ça fait 15 ans que je travaille dans ce cabinet et je suis en charge des questions autour des nouvelles technologies et de l'innovation. Et c'est à ce titre que ce soir, je vous convie à un webinar de débriefing autour du CES 2021. Alors, on est très nombreux ce soir, hein, pour le coup, 280 personnes de connectées à date. Vous êtes très nombreux, juste quelques petits points de règle. Il est possible, vu le nombre de personnes que vous êtes. Pardon, je vais juste couper la musique de fond, ça me dérange un petit peu. Alors, vu le nombre de personnes, il est possible qu'il y ait des petits soucis techniques. On utilise une plateforme de streaming, mais on n'est jamais à l'abri de problèmes techniques. Si jamais vous avez un problème réseau, un écran noir, c'est très simple, pas de panique. Il suffit juste de rafraîchir la page et vous reviendrez sur le direct. Ce soir, nous sommes nombreux. Nous avons bien sûr beaucoup de consultants MC2I qui se sont connectés, puisque c'est un webinaire qui est d'abord en partie pour les consultants MC2I. Nous avons aussi cette année ouvert aux clients et aux prospects de MC2I. Je leur souhaite la bienvenue d'ailleurs. Et puis, dernière catégorie de personnes, nous avons également convié les étudiants partenaires, des écoles partenaires de MC2I. Je les salue également. Et d'ailleurs, j'ai une pensée relativement émue pour les étudiants ce soir. Je sais bien que la crise du Covid et la crise sanitaire et le confinement et la situation de quasi-confinement est difficile à supporter, notamment pour vous les étudiants. Alors si ce soir je peux quelque part vous divertir au moins pour une heure, fût-il pour une heure, eh bien écoutez, j'aurai au moins atteint mon objectif ce soir. Ce soir, effectivement, nous allons passer à peu près une heure ensemble autour du CES. Un programme qui se veut assez chargé et je vous propose justement de découvrir ensemble l'ordre du jour de ce soir. Alors, le webinaire de ce soir va se faire en 4 parties. Nous allons commencer par une première partie où je vais juste tout simplement expliquer ce qu'est le CES, son histoire, des chiffres clés, tout simplement pour que tout le monde soit au même niveau d'information par rapport à ce forum. En deuxième partie, on rentrera un petit peu dans le vif du sujet, puisqu'on analysera un certain nombre de tendances technologiques que j'ai choisies. J'ai choisi la 5G, la mobilité et le développement durable, pour du coup échanger avec vous sur ces sujets-là. En troisième partie, on fera un petit focus quand même sur la délégation française au CES 2021, sa présence, sa non-présence, quel a été l'impact de la French Tech cette année. Et puis en partie 4, on reviendra sur un certain nombre d'innovations technologiques qu'on a pu voir au CES 2021 cette année, de manière beaucoup plus rapide du coup, pour balayer un nombre plus important d'innovations technologiques. Et puis enfin, on terminera par une conclusion. Tout de suite, enchaînons. Alors, j'ai oublié de le préciser, mais vous avez à votre disposition à la fois un chat, mais également une section questions. Si vous souhaitez discuter, interagir, tout simplement réagir, utilisez le chat qui est normalement à votre droite. Si en revanche vous voulez poser des questions, utilisez plutôt l'onglet questions, ça nous permettra et ça me permettra du coup de savoir quelles sont les questions que vous voudriez m'adresser ou éventuellement adresser à toute l'audience quelque part. Si j'ai le temps, je prendrai quelques questions en live, mais ce n'est pas sûr parce qu'on a un programme qui est assez chargé pour le coup et comme je ne voudrais pas terminer en retard, eh bien je vais certainement aller très vite sur ma présentation. Pour autant, s'il y a des questions et si on a le temps, je prendrai tout de même quelques questions. Toutefois, toutes les questions à laquelle je n'aurai pas répondu, on les gardera et on y répondra après le webinaire, évidemment. On vous répondra individuellement à tous. Alors, on va commencer du coup par juste une explication de ce que est le CES. Le CES, c'est l'anagramme de Consumer Electronic Shows. C'est une conférence internationale autour de la technologie qui a été créée en 1967. D'ailleurs, il a été créé à New York à l'époque. L'origine et l'ADN du CES à l'époque, c'était en fait la présentation surtout de matériel électronique en réalité. Au fil du temps, cette conférence a évolué, ce salon a évolué pour y intégrer progressivement le numérique au fil de l'eau.
Et aujourd'hui, le numérique est complètement intégré en fait à l'ADN de ce salon international. C'est l'un des plus connus, si ce n'est le plus connu de tous les salons tech qu'il y a dans le monde. J'ai quelques slides effectivement pour illustrer mes propos. Effectivement, le CES est le plus grand salon mondial autour de l'innovation technologique. C'est un salon pour vous donner un ordre d'idée en termes de grandeur. Alors, je précise bien que en termes de grandeur par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, puisque cette année, l'édition 2021 est un petit peu particulière, on y reviendra dessus. Mais c'est un salon qui se passe à Las Vegas, énorme, absolument énorme, gigantesque. En termes de superficie, c'est un salon qui fait 270 000 mètres carrés. Je vous donnerai un peu quelques points de comparaison tout à l'heure. Plus de 4000 exposants, énormément d'innovations et énormément de choses en fait qui sont présentées par les grandes marques, aussi bien par les grandes marques que par d'ailleurs les startups. À titre de comparaison justement par rapport au côté gigantesque du CES, le CES fait à peu près 270 000 mètres carrés en termes d'exposition, c'est-à-dire la somme de tous les stands d'exposition fait 270 mètres carrés. Si on donne des éléments de comparaison par rapport à ce que nous on pourrait connaître en France, si vous prenez le palais d'exposition à Versailles, vous prenez les 7 halls, vous n'avez même pas la capacité en fait, vous n'atteignez pas la capacité en fait du CES. À titre de comparaison, le salon de l'agriculture et la foire de Paris ne fait entre guillemets que 200 000 mètres carrés d'exposition, sachant qu'une petite précision, quand je dis 270 000 mètres carrés d'exposition, ça exclut l'ensemble des espaces qui permettent de faire des conférences, ce qu'on appelle soit les conférences qui sont faites, soit ce qu'on appelle les keynotes, qui sont les conférences les plus prestigieuses, qui sont dans des salles absolument gigantesques également. Une petite précision également, c'est que c'est un grand salon, mais c'est réparti sur une bonne partie du strip de Las Vegas. Donc c'est très très étiré, ce qui veut dire que si vous voulez tout faire, il faut énormément marcher, il faut même prendre en fait des navettes pour aller de part et d'autre en fait du salon. Et à titre de comparaison, je vous ai mis également une comparaison avec Vivatech. Vivatech qui est aussi une fierté européenne, puisque c'est un salon très intéressant et très important qui a été créé maintenant il y a, je crois, 5 ans et qui, du coup, est à domicile à Paris. Mais vous voyez qu'en termes de comparaison et en termes de superficie, ça n'a absolument rien à voir pour le coup. Le CES est un salon qui est très connu du grand public, normalement. Vous avez certainement dû entendre parler. Peut-être que vous ne le suivez pas tous les ans, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est beaucoup suivi en France. En revanche, c'est un salon qui est connu parce que bon nombre d'innovations, bon nombre de produits de consommation en fait, du quotidien désormais ont été présentés dans le passé au CES dans un premier temps. Et c'est surtout en fait les produits électroniques, les magnétoscopes, les produits high-tech, les produits hi-fi. Dans les premières années du CES. Ensuite, il y a eu l'arrivée en fait, de l'entertainment, du loisir, notamment les consoles de jeux. La Xbox a été présentée pour la première fois au CES. Et puis, depuis, je dirais, à peu près les années 2010, on a l'arrivée de l'informatique dans ce salon, avec, par exemple, l'arrivée des tablettes en 2010. En 2016, c'était la présentation non pas de matériel, mais plutôt de concepts, comme l'Internet des objets ou comme l'économie collaborative. Et puis, de fil en aiguille, ça s'est beaucoup enrichi, par exemple, avec les constructeurs auto, qui désormais considèrent le CES comme vraiment un forum et un salon incontournable pour eux. Nous, on suit depuis quelques années le CES parce que c'est aussi un salon qui permet de comprendre un peu les tendances, les évolutions technologiques, de comprendre et d'intuiter un petit peu de quelle manière un peu le futur va se passer en matière de nouvelles technologies. Il faut considérer que c'est un salon qui comporte deux aspects. Un aspect assez classique, exposition, avec des stands dans laquelle se côtoient en fait les grandes marques tech, les GAFAM bien sûr, pas toutes, mais la majorité, les grandes marques internationales d'électronique, les Sony, les Samsung, les LG, etc. Et puis vous avez à côté les startups de tous les pays, 4000 à peu près, 4000 startups qui sont présentes. Voilà, vous avez vraiment le mélange en fait de ces deux mondes qui se côtoient et c'est très, très enrichissant à voir. Vous avez aussi une deuxième partie au CES qui, moi, à titre personnel, est celle que je préfère, c'est les conférences. Les conférences qui sont de différentes natures, il y a plusieurs types de conférences. Les plus prestigieux, c'est ce qu'on appelle les keynotes. Les keynotes, ce sont des conférences qui durent à peu près 1 heure,
heure, une seule personne est sur scène et parle. Généralement, elle n'est pas interrompue, elle est toute seule, et ce sont généralement les grandes têtes de pont, les grands CEO des grandes sociétés qui viennent généralement donner un peu leur vision de l'évolution future des nouvelles technologies. On aura l'occasion d'y revenir parce que j'ai quelques extraits justement des keynotes à vous montrer. Qu'est-ce qu'il est prévu? Oui, alors le CES également en termes de participation et d'évolution. C'est un salon qui atteint quand même aujourd'hui quasiment 200 000 visiteurs. Hein, donc c'est le salon le plus important en termes de nombre de personnes professionnelles. Il y a un salon qui le dépasse, qui est le salon de l'IFA à Berlin, également un salon tech. Il le dépasse en termes de participants, tout simplement parce que l'IFA, tout comme Vivatech, est un salon qui est aussi ouvert au grand public. Du coup, vous avez naturellement beaucoup plus de monde. Le CES, c'est un salon qui est réservé aux professionnels. Vous ne pouvez pas y aller à titre personnel. Vous ne pouvez pas y aller avec votre famille, avec vos enfants, etc. Ce n'est pas possible. Et de toute façon, ce n'est pas forcément quelque chose de très intéressant. Vivatech est beaucoup plus intéressant pour ça, pour le coup. C'est un salon qui décroît un petit peu ces dernières années, pour le coup. Je pense qu'on a touché un petit plafond. Il y a aussi la multiplication des salons qui font que maintenant, voilà, les gens se répartissent tout au long de l'année dans les différents salons et ne vont plus forcément au CES. On va passer maintenant à l'édition... Vous n'aviez visiblement plus de son. Désolé, c'est une petite erreur de ma part. Donc je redis ce que j'ai dit, effectivement, l'édition 2021 est une édition particulière. C'est une édition qui s'est passée complètement en ligne, contexte sanitaire oblige bien sûr. Ils ont quand même maintenu le forum, mais ils l'ont maintenu complètement en digital. Alors du coup, faisons un petit bilan de cette édition 2021. Très clairement, c'est une édition où moi je suis très perplexe pour le coup. Sur le plan de la réalisation, on a pu accéder à l'ensemble des conférences, l'ensemble des keynotes. D'ailleurs, MC2I a suivi à peu près une vingtaine de conférences. D'ailleurs, on vous mettra à disposition pour l'ensemble des personnes qui sont présentes un certain nombre de notes qu'on a pu prendre sur les différentes conférences qu'on a pu suivre. On a aussi les replays de ces conférences, à peu près une vingtaine d'heures de visionnage. On a participé à des conférences dont les thématiques sont les plus proches, bien sûr, de notre cœur de métier, de l'accompagnement auprès de nos clients. On vous les mettra à disposition hein, si vous souhaitez du coup voir ces replays et on vous mettra à disposition aussi également des notes ou des comptes rendus qu'on a pu faire. On a eu deux types d'interventions pour tout simplement vous permettre d'accélérer un petit peu la compréhension des conférences avant même de les regarder, pour tout simplement vous dire est-ce que ça va vous intéresser ou pas. Alors édition mitigée pour plusieurs raisons. La première, c'est que les conférences, tant sur le fond que sur la forme, étaient bien sûr d'une qualité moindre par rapport à ce qu'on peut vivre en live. Sur la forme, c'est comme si vous participiez à un concert depuis chez vous. Ça n'a rien à voir avec le live pour le coup. Le CES, c'est aussi un moment de participation. C'est un endroit où on en prend plein la vue. Clairement, en mode digital derrière son écran, ça n'a pas du tout le même effet. Sur le fond, ça reste de très bonne qualité pour le coup, les intervenants sont de très bonne qualité. En revanche, le contexte sanitaire, à mon sens, a fait qu'un certain nombre de projets, un certain nombre de deadlines n'ont pas pu être tenus dans les grandes sociétés, ce qui fait que du coup, en termes d'annonces, par exemple, il y a eu assez peu finalement d'annonces. Et puis le côté le plus décevant, c'est le côté exposant. On a remplacé en fait le côté très foire de CES par une édition digitale, un moteur de recherche, un certain nombre de startups qui s'étaient inscrits. Clairement, c'est un gros échec pour le coup. Pour avoir interrogé un certain nombre de startups, il n'y avait aucun lead entrant, aucune rencontre quasiment.
aucune expérience et pour avoir utilisé le moteur de recherche, on n'arrivait pas à trouver ce qu'on voulait. Et puis il y a aussi un petit effet, c'est le côté un peu rencontre par hasard de telle ou telle innovation, de telle ou telle startup qu'on peut avoir quand on est sur un salon. Eh bien on l'a pas du tout en mode digital évidemment. Et donc ce côté un petit peu imprévu, ce côté un peu découverte n'a pas du tout été présent. Et je pense que c'est une vraie erreur du CES de ne pas avoir su bien digitaliser cette partie-là. Je pense qu'ils feront mieux l'année prochaine. Je pense que là ils étaient un peu pris de court aussi et ils ont sauvé les meubles. En termes de chiffres, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il y a du coup un problème avec le son, mais on est très très loin des chiffres habituels. Sur l'édition 2019, on était à peu près à 180 000 participants. En 2021, on sera à peu près à 80 000 participants, donc quasiment 2 fois moins de participants. Du coup, c'est quand même un échec à mon sens, d'autant plus que étant en digital, c'était accessible à tout le monde parce que quand c'est sur place, il faut y aller, il faut prendre un billet d'avion, il faut aller chercher des chambres d'hôtel, c'est assez compliqué pour y aller. Là, il y avait la possibilité de rendre ça très très grand public et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Pour autant, ça reste quand même un événement, ça reste quand même un forum, un salon de qualité à mon sens, et on n'a pas du tout perdu notre temps à MC2I d'avoir suivi ce salon. Je vais maintenant rentrer dans la deuxième partie de la présentation en présentant un certain nombre de tendances technologiques, d'innovations de tendances technologiques que je souhaiterais commenter, et ils sont au nombre de 3. On va commencer par la première, qui est la 5G. Également encore un petit problème de son, je vous demande juste un tout petit instant, je vais régler ça tout de suite. Ça c'est les problèmes du direct. Hop. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'utilise un outil qui permet de faire du direct effectivement et je ne l'ai pas paramétré complètement. Je reviens tout de suite. Voilà. Hop, normalement vous devriez cette fois-ci m'entendre et vous devriez aussi avoir l'image du coup de la partie 5G. Alors on va commencer par cette première partie qui est une partie très importante qui est traitée de long en large en travers au CES depuis maintenant 2 ans. Il s'agit bien sûr de la 5G. Commençons peut-être par définir un peu ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Il n'y a pas de honte à ne pas bien suivre l'actualité. La 5G, c'est la 5e génération des réseaux mobiles. Elle succède bien sûr à la 4G qui succède à la 3G. Elle est particulière en ce sens où on dit que c'est un véritable bond technologique. Pour le coup, c'est pas une 4G améliorée. Ça offrirait énormément de cas d'usage supplémentaires et donc du coup c'est attendu comme quasiment comme une rupture technologique par énormément de constructeurs, d'acteurs du numérique, etc. Pour du coup cerner un peu les avantages de la 5G, je vous propose du coup d'écouter avec moi un extrait de la keynote de Hans Vestberg, qui est le CEO de Verizon. Verizon, c'est l'équivalent de Orange aux États-Unis. Il résume en fait les avantages de la 5G. 5G ultra-wideband has an unparalleled upload and download speeds, enabling peak throughputs that are at least 10 times faster than 4G and more than 4 gigabits under ideal conditions. The fastest in the world. Second, it provides enormous capacity and ultra-low lag, or the time it takes for a signal to get from point A to B, finally enabling a future where remote surgery will be possible. Third, in the future, 5G could support more connected devices than ever before, up to 1 million per square kilometer. And fourth, we'll be able to support mobile connections up to 500 kilometers per hour, or approximately 310 miles per hour, allowing you to maintain a signal even aboard the high-speed vehicles, whatever on an aerial drone, high-speed commuter train, or a self-driving car. On revient ensemble après cette courte extrait de la keynote de Hans Vestberg. Alors, juste pour revenir sur les keynotes, j'ai voulu effectivement vous faire écouter un petit bout de la keynote de Hans Vestberg. C'était tout simplement la keynote de départ, de lancement du CES. Les keynotes de lancement des CES sont généralement les plus prestigieuses.
C'est également les plus chers pour le coup. Il faut savoir que les marques payent très cher pour venir parler en keynote. Je ne sais pas combien Verizon a payé, mais l'année dernière, j'ai entendu dire que c'était, je crois, Mercedes qui avait ouvert le bal l'année dernière, suivi de Delta Airlines. Samsung, j'ai entendu un chiffre, payerait 10 millions d'euros pour faire une keynote et ils en ont pris pour 10 ans. Donc c'est un véritable investissement pour les marques. C'est très important pour eux parce que c'est une tribune qui est très importante. C'est très relayé par la presse, notamment le CES est très très suivi par la presse. Et comme c'est très suivi par la presse, du coup les CEO sont tous là. Et comme les CEO sont tous là, c'est très suivi par la presse et vice versa. Du coup, c'est des événements qui sont très prestigieux. Là, clairement, ça n'a rien à voir par rapport à une présentation live pour autant, mais ça reste quand même d'une réalisation parfaite. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez écouter l'intégralité de la keynote qui fait à peu près 1 heure. Si on en revient maintenant à la 5G et qu'on reprenne un peu l'ensemble des points, des avancées technologiques qu'apporterait la 5G, qu'on étudie un petit peu les cas d'usage, parce que finalement c'est ça qui nous intéresse. Premièrement, beaucoup plus de bandes passantes, à peu près 10 fois plus de bandes passantes par rapport à la 4G. On dit de la 5G que c'est l'équivalent en fait de la fibre optique par rapport aux technologies sans fil. Mais à mon sens, le débit n'est pas l'évolution la plus importante. L'évolution la plus importante, à mon sens, c'est la latence, la faible latence. Qu'est-ce que la faible latence? C'est tout simplement en fait la capacité que le signal a à traverser très vite et à atteindre très vite son interlocuteur. Ça permet par exemple de faire de la commande d'un véhicule autonome, la commande de robots, etc. Prenez l'équivalent par exemple d'une visioconférence. Quand vous êtes en visioconférence, vous pouvez accepter un débit plus faible, c'est-à-dire une qualité d'image un peu plus faible. Par contre, vous avez du mal à accepter un décalage entre le son et l'image, de la latence entre les personnes. Voilà, c'est beaucoup plus, on va dire, perturbant. La 5G apporte ça, c'est qu'elle apporte une latence très très faible, ce qui permet quasiment en fait de faire de la commande à distance. Troisième avancée, qui n'est pas des moindres, la 5G apporte la capacité, la densité en fait de connexion. On passe de 100 000 objets autorisés par kilomètre carré pour la 4G à 1 million de connexions possibles au kilomètre carré. Ça ouvre du coup la voie aux objets connectés, ça ouvre la voie à l'industrie 4.0, etc., etc. Et puis le dernier point qui me semble un tout petit peu moins important encore que, c'est la capacité à maintenir un signal quand vous êtes en mouvement et quand vous êtes à plus de 300 km/h, c'est là à peu près où la 4G décroche. Avec la 5G, vous restez accroché jusqu'à au moins 500 km/h, en tout cas dans les estimations. Du coup, ça ouvre en fait la porte à énormément de cas d'usage possibles. Alors, je vais justement chercher un slide qui va résumer les cas d'usage. Alors oui, peut-être une petite précision sur la 5G importante. Alors là, pour le coup, c'est pour les initiés. Quand on parle de 5G, vous avez dû entendre parler en octobre l'attribution des bandes de fréquences vendues aux opérateurs en France. Alors il faut savoir qu'il y a une petite arnaque marketing derrière ça aujourd'hui. Aujourd'hui on parle de 5G qui est déployé. En réalité, ce n'est pas de la vraie 5G. Il y a une petite subtilité entre la fausse 5G et la vraie 5G. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu technique et je vous donne une référence, c'est le site de l'ARCEP qui est extrêmement bien fait, qui explique tout ça. Mais en 2 mots, la 5G qui a été déployée actuellement, elle est à peu près la même chose que la 4G actuellement. C'est à peu près les mêmes fréquences et c'est à peu près le même matériel. C'est-à-dire qu'on peut utiliser les antennes 4G pour faire de la 5G. Les fréquences sont à peu près les mêmes. C'est juste que le débit sera déjà plus important. Toutes les évolutions technologiques que je vous ai données précédemment, elles seront apportées par la 5G dans 2 ou 3 ans, ce qu'on appelle la 5G millimétrique. C'est une 5G avec très haute fréquence. Qui dit haute fréquence dit du coup une longueur d'onde petite, pour ceux qui se rappellent de leur cours de physique. C'est pour ça qu'on appelle ça millimétrique, des petites ondes. Et c'est cette caractéristique qui fait que la latence est faible, qui fait que ça décroche pas, qui fait que c'est sécurisé, etc. Je rajouterai aussi une autre chose, c'est en ce sens que la 5G n'est pas une 4G améliorée, c'est que en fait la 5G embarque énormément d'intelligence dans le réseau. Ce n'est pas simplement un tuyau dans lequel vous faites transiter des données, c'est beaucoup d'intelligence qui est à l'intérieur des antennes, qui est à l'intérieur du réseau en tant que tel. Deux évolutions particulière. Ce qu'on appelle le slicing, un réseau 5G, vous êtes capable de le découper en fonction des cas d'usage et d'utiliser des caractéristiques très différentes en fonction des cas d'usage. Vous êtes capable de faire du streaming, vous êtes capable de faire de l'industrie 4.0 et du coup, les antennes sont capables de découper l'utilisation du réseau. Ça optimise complètement les ressources réseau. Et puis, deuxième évolution qui me semble importante, c'est le bomb theming, c'est-à-dire que la capacité en fait à ce que les antennes
à s'orienter et à être directement en lien avec l'émetteur et le récepteur. Aujourd'hui, sur la 4G, on émet partout et les récepteurs écoutent, alors qu'avec la 5G, ça sera de la communication quasiment peer-to-peer et ça optimise du coup le signal, un peu comme un laser quelque part. Toutes ces évolutions permettent justement d'ouvrir la voie à d'énormément de cas d'usage et c'est justement ce que je voulais voir avec vous, si j'arrive à trouver mon slide. Voilà, donc les trois grandes améliorations débit, on va dire densité de connexion et latence permettent d'ouvrir la voie clairement à l'industrie 4.0, à la télémédecine, à la télémème opération, bien sûr à toute la sphère du loisir avec les casques VR, avec bien sûr le streaming, les jeux vidéo 3D, etc. Bref, voilà, on a beaucoup de contraintes qui sont du coup enlevées grâce à cette barrière technologique qui sera passée. Alors la 4G, la 5G, pardon, c'est aussi un sujet de polémique pour le coup. Comme tout sujet qui passionne, c'est aussi un sujet de polémique. Et c'est un sujet qui est un peu le terrain de jeu favori des complotistes. Alors il y a une chose que je peux dire moi pour le coup, c'est que j'espère que vous avez vu cette news comme moi, comme quoi il y aurait des antennes 5G cachées dans les masques chirurgicaux, dans le petit renforcement sur le nez. Certains disent que c'est une antenne 5G. Alors moi j'ai vérifié, hein, je suis allé voir, ce n'est pas des antennes 5G. Et le vaccin n'est pas des puces 5G qu'on met sous la peau. En revanche, il y a un certain nombre de débats qu'on peut avoir. Est-ce que la 5G est plus écologique? Est-ce que la 5G est dangereuse pour la santé? Est-ce que finalement on a besoin de ça? Je laisserai à chacun du coup le soin d'avoir son propre avis. Allez voir sur le site de l'ARCEP, c'est très bien documenté pour le coup, tous ces sujets sont abordés avec des arguments, des contre-arguments, etc. Par exemple, sur l'aspect écologique, de manière factuelle, la 5G consomme moins que la 4G à usage égal. Mais certains disent, et je pense qu'ils ont raison, c'est que la 5G apportera plus d'usage. Qui dit plus d'usage, plus d'utilisation de la donnée. Qui dit plus d'utilisation de la donnée, dit plus de consommation. Ça, c'est possible pour le coup. Voilà, débat philosophique. Et bien sur ce, je vous propose d'arrêter sur la 5G et d'aller sur le deuxième sujet qui est extrêmement important également et qui est traité maintenant au CES depuis bien 3 ans. Je vous laisse découvrir ceci avec une vidéo. A great deal has been said about the GMC Hummer EV since it was first unveiled in October. The irony of introducing Hummer as an EV is not lost on us. This vehicle is the clearest articulation of exactly what we mean when we say any vehicle can be an EV. This is the world's first all-electric super truck. GMC Hummer EV will be capable of 0 to 60 in about 3 seconds with 1,000 horsepower and 11,500 pound-feet of torque. It has a crazy amount of power. It celebrates the performance possibilities of electric propulsion. This is a truck you want to drive because it delivers performance in a way that no other truck can match. And it happens to have 0 emissions. 2 things in particular I want to share with you that we haven't really talked about before. Terrain mode, one-pedal driving, and the Bose electric vehicle sound enhancement technology. In terrain mode, the GMC Hummer EV offers one-pedal driving for precision handling at low speeds while off-roading and rock crawling. It combines the fine control of the immediate torque provided by the EV propulsion system and the friction brakes to deliver a level of modulation that is beyond anything we could deliver from a gas or diesel-powered engine. It is a smooth experience, providing finely modulated power control that can dominate the most difficult terrain. And if you will love the power off-road, wait until you try it on-road. Watts to Freedom mode builds an entire experience around that 0 to 60 sprint. The double press of the traction control button triggers a request to acknowledge you are about to do something special. Acknowledgement causes the vehicle to lower and the battery electronics temperatures to be optimized in preparation for full power delivery. The driver coach tells you to apply the brake as the seat and the subwoofer start to shake. Then you apply the accelerator, and once you reach the required levels, you let the brake go and hold on. I've experienced the thrill of jumping out of a plane at 30,000 feet. In my opinion, this is better.
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je l'ai particulièrement choisie pour les fans de voitures et de grosses voitures pour le coup, parce que là vous avez vu quand même un Hummer de General Motors. Vous avez compris que c'était du coup que General Motors avait fait une keynote aussi. Du coup, là vous voyez à l'écran Mary Barra qui est la CEO de General Motors, qui en a profité pour donner un tournant très EV, donc Electric Vehicle, véhicule électrique. Clairement, ils ont affiché, assumé un tournant très électrique dans leur gamme de produits, à commencer par ce Hummer qui est pour le coup quand même un emblème des grandes voitures américaines qui consomment beaucoup. Et là, effectivement, ils ont fait un tour de force en proposant un véhicule électrique. Est-ce que c'est un véhicule qui est foncièrement écologique? Est-ce que c'est un véhicule qui sera construit de manière éco-responsable? Je ne sais pas. En tout cas, marketingement, commercialement, ils ont depuis plusieurs années, c'est pas la première fois que General Motors veut taper du poing sur la table sur la partie orientation électrique. Le slogan de Mary Barra, c'est, je crois, zéro émission, zéro accident et zéro embouteillage, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, ils donnent un petit peu leur vision de l'évolution de ce que doit être la mobilité, puisque c'est le sujet qu'on aborde, de la mobilité qui se veut électrique selon eux. Les véhicules électriques et les véhicules, d'une manière générale, les constructeurs automobiles ont clairement investi le CES depuis maintenant 3-4 ans. Si tant est que maintenant, le CES, de l'avis des experts, est un salon qui est bien plus important que les salons auto mondiaux, que ce soit celui de Paris, celui d'Allemagne, je crois, Berlin, il me semble, ou celui de Détroit. Le CES est clairement beaucoup plus attendu en matière d'annonce des véhicules, tout simplement parce que la demande des consommateurs a un petit peu changé. Maintenant, il y a une recherche un petit peu de la technologie, des équipements, de l'aspect écologie, de l'aspect autonomie. Et justement, la partie autonomie, les véhicules autonomes, c'est une place très importante dans le CES. Clairement, les stands des constructeurs automobiles l'année dernière étaient les plus beaux, de loin, pour les avoir vus de près, de loin c'était les plus impressionnants, c'était les plus jolis. Donc les véhicules électriques d'une part, mais autonomes, clairement tiennent en fait chaque année énormément d'attirance pour l'ensemble des personnes qui suivent le CES. Et justement, c'est le sujet que je voudrais aborder avec vous. Là, vous avez du coup à l'écran une Tesla. J'espère que vous avez reconnu le logo. J'ai mis cette vidéo qui est une vidéo en fait qui montre en fait l'autopilot de Tesla, la conduite autonome de Tesla, ce qui me permet quelque part d'introduire sur les véhicules autonomes pour peut-être faire un petit rappel pour ceux qui ne suivent pas forcément ce sujet-là. Les véhicules autonomes se définissent. Je vous mets un petit slide qui on définit en fait l'autonomie des véhicules en 5 niveaux. Le niveau 0, c'est pas d'équipement. Le niveau 1, c'est un petit peu les équipements que nous avons déjà. Le niveau 2, on commence à être sur une forme d'automatisme. Et le niveau 3, qui est un niveau qui n'est pas atteint en Europe encore, qui est un niveau où vous êtes capable d'avoir une autonomie dans votre véhicule, où vous n'êtes plus obligé en fait d'avoir les mains sur le volant, ni même de regarder la route. Vous devez être en maîtrise du véhicule, mais vous avez une autonomie et des automatismes dans le véhicule qui vous permettent d'être à peu près autonome. Le niveau 4, là vous pouvez même faire autre chose, quelque part, vous devez rester dans le véhicule et vous pouvez reprendre la main, mais vous êtes du coup tranquille. Et le niveau 5, c'est des véhicules complètement autonomes pour le coup. Alors juste pour rappeler que en Europe, il y a des réglementations qui font que Tesla, qui est le plus avancé aujourd'hui, se situe entre 2 et 3. Alors officiellement 2, parce que 3 n'est pas possible d'un point de vue juridique aujourd'hui, mais entre 2 et 3 parce qu'il y a quand même un certain nombre de fonctionnalités de l'autopilot de Tesla qui quand même permettent quand même une forme d'autonomie. Vous pouvez conduire, alors pour ceux qui ont une Tesla, vous savez très bien que vous pouvez conduire sur l'autoroute sans forcément avoir les mains sur le volant, ça reste possible. Alors c'est pas forcément très conseillé, mais voilà. Tout ça pour introduire le fait que l'autonomie des véhicules avance à très grands pas. Pour le coup, pour suivre ça depuis maintenant 3 ans, je trouve que énormément de choses sont faites, beaucoup d'avancées sont faites, et puis surtout beaucoup de constructeurs en fait se mettent en fait à ce marché. Clairement, ça a été commencé par Tesla. General Motors a annoncé aussi dans sa keynote avoir l'équivalent, bientôt sortir l'équivalent, je ne sais plus comment il l'appelle d'ailleurs, l'équivalent en fait de l'autopilot de Tesla avec du coup une forme d'autonomie dans la conduite, une forme d'assistance un peu améliorée des conducteurs.
mais également d'autres constructeurs, quasiment tous les constructeurs en fait sont sur ce credo-là. Pour évoluer maintenant des véhicules autonomes, il y a un autre sujet, il y a un autre type de véhicule autonome qui est intéressant de voir, et c'est justement ce que je voudrais vous proposer dans la suite. C'est ce que moi j'appelle les livraisons autonomes, c'est-à-dire le matériel qui permet maintenant de livrer, de faire de la livraison de manière simplifiée et de manière autonome. Là, vous avez une petite présentation de ce que fait General Motors à travers une filiale, une société qu'ils ont créée. C'était une annonce que General Motors a faite lors de ce CES. C'est la création en fait d'une filiale dédiée à des solutions pour les professionnels de la livraison. C'est une société qui s'appelle BrightDrop et qui propose tout un ensemble d'équipements, à commencer par une petite camionnette. Vous avez tout à l'heure vu un chariot, et puis là vous avez vu des attaches, enfin des petits chariots. En fait, chacun des véhicules sont adaptés à un usage, soit un transport un petit peu plus lointain, un transport à mi-chemin pour les chariots, et puis les petites caisses là que vous voyez sont vraiment la livraison finale en fait. L'objectif de General Motors, c'est ce qui est compliqué dans les livraisons, c'est les points de chargement et de déchargement, de ce que j'ai compris. Et du coup, ils veulent améliorer, automatiser ce côté un peu chargement, déchargement de la manière la plus rapide possible pour, dans les années à venir, gagner de plus en plus de l'automatisme, de l'autonomie et faire en sorte que des véhicules que vous voyez soient des véhicules qui deviennent autonomes. Voilà, donc c'est un petit peu la tendance que General Motors se fixe. En matière de livraison, alors juste aussi pour peut-être préciser aussi en termes d'enjeux, l'un des enjeux de la livraison, que ce soit de la livraison de nourriture, de la livraison en fait dans le cadre du e-commerce, c'est ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Autant il est assez facile d'acheminer en fait de la marchandise en fait d'un point A à un point B sur des grands centres, etc. Autant il est nettement plus compliqué pour des raisons de coût et d'organisation d'acheminer un produit jusqu'à son point final, ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Et justement, ce genre de solution essaye justement d'aller répondre à cette problématique. Et énormément de startups d'ailleurs qui se mettent sur ce credo-là, y compris en France d'ailleurs, pour essayer de combler ce besoin aujourd'hui, cet enjeu du dernier kilomètre. Mais je vois maintenant, depuis l'année dernière, que les grands constructeurs se mettent aussi à essayer de combler cette problématique qui avant était plutôt une problématique qui était, on va dire, prise par les startups. Pour justement gérer le dernier kilomètre, je voudrais aussi, cette fois-ci, vous montrer une vidéo. Et vous allez voir de quoi il s'agit du coup. UPS is working with a variety of partners who are coming together to create this ecosystem of smart cities. The firm is basically an area in Louisville where we can test a lot of these drones. 5G is the glue that puts it all together. That is what enables us to control and communicate with these drones that are flying around. Today, you may be ordering a prescription on a mail-order pharmacy, which may take 3 to 4 days. Tomorrow, you would order it, and within 30 minutes, it's... Désolé, j'ai coupé la vidéo un tout petit peu plus court que prévu, je me suis trompé de bouton pour le coup. Tout simplement, vous avez compris qu'il s'agissait cette fois-ci de livraison par drone, et là il s'agissait de UPS qui faisait une présentation en fait d'un projet qu'ils ont d'ailleurs en partenariat avec Verizon, le fournisseur de 5G. Clairement, ça aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué depuis 2 ans maintenant. La livraison par drone, ça devient à mon sens une réalité, plutôt aux États-Unis pour l'instant, mais il y a aussi des projets en France qui se trament. Il y a, les grands industriels se posent aussi cette question-là. Pour en venir à UPS, dans la keynote de Hans Vestberg pour Verizon, si jamais vous la regardez, vous verrez qu'il y a une interaction, il y a une discussion avec la CEO de UPS qui du coup annonce que depuis 2019, ils ont fait 3800 livraisons par drone réussies et qu'ils prévoient du coup une mise à l'échelle, certainement à l'échelle d'une ville, je pense, parce que pour l'instant c'est à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville a priori en 2021. Clairement, le contexte de crise sanitaire, le contexte d'explosion du e-commerce va accélérer ce type de service. Là, on rentre vraiment dans le côté très futuriste des choses parce que vous avez vu les images, c'est des choses qu'on voit dans les films, qu'on voyait dans les films, qu'on voit de moins en moins parce que c'est de moins en moins futuriste aujourd'hui. Ça rentre et ça va rentrer dans le quotidien. Moi, j'en suis persuadé parce que ça offre aujourd'hui un service qui est compliqué, c'est d'acheminer en fait le produit directement à l'endroit indiqué. C'est extrêmement passionnant comme sujet. Voilà, donc je voulais vraiment qu'on parle de ce sujet-là. Et on va rester du coup sur les drones et sur les véhicules volants, ce qu'on appelle les aéronefs. Je voudrais vous montrer également ceci.
Là, on va aborder une séquence alors là, pour le coup, c'est une séquence qui fait toujours un effet waouh au CES. C'est les véhicules volants, c'est les aéronefs, c'est les véhicules de transport de personnes volantes. Alors là, clairement, il y a à chaque édition du CES, moi j'y étais l'année dernière, j'ai eu cette chance-là, c'est l'effet waouh assuré. Vous voyez des espèces de quadricoptères, des espèces d'engins volants. Alors vous ne les voyez pas voler, hein. D'ailleurs c'est très rare de les voir voler d'ailleurs, mais vous les voyez en grandeur nature. L'objectif de pas mal de constructeurs, parce qu'il y a pas mal de constructeurs qui sont sur ce credo-là, c'est clairement de résoudre le désembouteillage en fait des routes et de permettre des transports alors qu'ils sont plutôt des transports de ville à ville. C'est pas des transports à l'intérieur des villes, il faut bien comprendre que c'est des transports pour relier des cités en fait, c'est le terme américain pour le coup. Donc l'idée ça serait de faire décoller ces engins des immeubles, alors, ce qu'on appelle des VTOL, je crois, je pense qu'on prononce comme ça, des vertical take land, je crois, quelque chose comme ça. Donc, en fait, des décollages verticales, tout comme les hélicoptères, tout simplement, pour justement ne pas avoir de pistes d'atterrissage, de pistes de décollage, etc. C'est évidemment très majoritairement, pour pas dire dans l'intégralité, des engins électriques, parfois hydrogène pour le coup, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. C'est bien sûr très passionnant à voir. Alors, moi, je suis un peu perplexe là pour le coup parce que les constructeurs annoncent des mises en service en 2024, 2025, 2024. Moi, je n'y crois pas pour le coup. C'est pas encore complètement au point. On peut faire ça sous forme de POC, faire voler pendant à peu près 2 minutes, mais je pense qu'on est encore loin de transporter des personnes en sécurité avec toute la juridiction qui va bien. Même aux États-Unis, je pense qu'on n'y est pas tout de suite encore. Est-ce que ça sera dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas. En tout cas, à chaque fois, ça fait effet waouh. C'est toujours intéressant d'ailleurs de voir les évolutions. Et d'ailleurs, pour être très clair, les évolutions qu'il y a dans ces sujets-là, c'est souvent d'ailleurs des arrêts de projets. Uber avait lancé il y a quelques années un projet comme ça, ils ont créé une filiale, ils l'ont revendu pour le coup. Donc bon voilà, c'est un marché qui a de l'avenir, c'est très clair pour le coup, par contre qui est nettement plus compliqué à mettre en œuvre. Et il faut bien voir aussi pourquoi est-ce que ça a de l'avenir, tout simplement parce que ça répond à un enjeu qui est un enjeu de développement durable, et d'ailleurs c'est le sujet qu'on va aborder dès à présent, le développement durable. Alors, j'en profitais de cette petite pause pour voir qu'il y a pas mal de questions, effectivement, enfin pas mal d'interactions, pardon, sur le chat. Il n'y a pas beaucoup de questions pour le coup, mais beaucoup d'interactions. Il y a pas mal d'interactions sur la 5G, je vois que ça passionne pour le coup, mais ça m'étonne pas. Alors, je vois aussi que du coup, je suis très en retard, mais je vais du coup accélérer. Le développement durable, c'est un sujet qui est maintenant rentré dans le quotidien du CES depuis maintenant, je pense, 3 ans. Ça commence par des grandes annonces des constructeurs. Tous les constructeurs, tous les grands acteurs du numérique ont toujours des actions sur le développement durable. Et là, vous voyez, c'est une présentation commerciale pour le coup de Samsung, je crois, qui dit qu'il a une filiale qui s'occupe de la partie développement durable. Pour être très clair, j'ai jamais adhéré à ce type de discours marketing parce que déjà le CES ça se passe à Las Vegas, c'est pas la ville la plus écologique, il faut y aller, c'est majoritairement des longs transports. Je pense que là il y a déjà un décalage de principe avec ce qu'on voudrait faire, mais bon c'est comme ça. Et puis ensuite tout simplement parce que c'est quand même beaucoup d'annonces, c'est quand même beaucoup clairement de greenwashing pour être très clair. Il y a très peu je trouve de prise de position très forte pour le coup. Pour autant, dans cette partie développement durable, il y a deux thématiques, 2 aspects qui me semblent intéressants à mettre en avant parce que pour le coup, ça peut être des sujets du futur. La première, c'est les batteries. Les batteries, c'est un domaine qui est assez discret au CES. Déjà, c'est pas très visuel. Les batteries, c'est des choses qui sont à l'intérieur généralement, donc il n'y a pas d'effet waouh. C'est généralement dans des allées un peu reculées. C'est au même endroit que les véhicules autonomes, mais finalement, c'est pas tellement mis en avant. En creusant un peu, ce que moi je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup d'avancées dans ce sujet-là. Les batteries, c'est un élément qui est très important pour énormément d'enjeux, comme les smart grids par exemple. Pour clairement avoir une politique de véhicules électriques et de mobilité verte, les batteries sont incontournables pour le coup. Le problème avec les batteries, c'est que pour en fabriquer, des batteries au lithium, ça demande des matériaux rares, chers et pas forcément très écologiques pour le coup. Du coup, les constructeurs et les startups pour le coup, parce que les deux sont
sont sur la ligne de départ pour gagner cette guerre de la batterie, qui est une vraie guerre commerciale et une vraie guerre industrielle pour la suite. Eh bien, il y a beaucoup d'annonces faites sur, par exemple, l'utilisation de matériaux différents, de matériaux moins onéreux, comme par exemple le zinc, le sodium, qui sont des matériaux beaucoup moins rares que le cobalt ou le manganèse, qui sont des matériaux très rares et très difficiles à extraire, et d'ailleurs très polluants. Voilà, des matériaux comme ça. Il y a aussi du coup des innovations en termes d'assemblage. Là, vous aviez vu une vidéo de General Motors qui explique qu'en assemblant différemment, ils arrivent à avoir une densité énergétique. Une densité énergétique, c'est avec moins d'espace pour une livraison d'énergie plus forte. Eh bien, ils arrivent à optimiser ça. Là, à l'image, vous avez une pile au sodium, qui est d'ailleurs proposée par une société française qui est en partenariat avec le CNRS. La France est plutôt aussi pas mal investie. On n'est pas très en avance, clairement. C'est beaucoup les États-Unis qui sont en avance là-dessus. Aussi l'Asie. Les Asiatiques sont assez en avance. Taïwan est pas mal en avance aussi. C'est véritablement, pour moi, une guerre industrielle. C'est l'un des atouts majeurs pour la suite. Comme on est un petit peu en retard, je voudrais vous parler d'un autre sujet qui est très important à mon sens. C'est l'hydrogène. L'hydrogène qui est, selon les experts, que je ne suis pas d'ailleurs, qui serait une énergie du futur, pour le coup. Et au CES, on entend souvent parler de l'hydrogène, de plus en plus d'ailleurs, à travers les véhicules, bien sûr, les véhicules, on va dire, à énergie propre, à hydrogène, mais aussi pas mal d'annonces qui sont faites. Par exemple, EDF était présent au CES avec un certain nombre de startups, avec la présence de EDF Pulse, qui est l'incubateur interne d'EDF, et ils étaient avec une filiale Hypnamix, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui justement s'occupe de tous les sujets autour de la production de l'hydrogène. Alors juste l'hydrogène, je vais faire une petite pause sur la vidéo, juste pour vous dire que le sujet aujourd'hui, le problème de l'hydrogène, c'est que c'est certes une énergie qui se veut être propre, par contre sa production peut être impropre. Aujourd'hui 95% de l'hydrogène est produit avec de l'énergie fossile, je vais juste mettre pause, voilà, et produite en fait avec de l'énergie fossile, donc du pétrole et du charbon, ce qui fait que du coup une énergie propre a été produite avec une énergie qui n'est pas propre. Du coup l'enjeu du futur, c'est l'hydrogène vert, donc produit avec de l'électricité, en partie de l'électricité, enfin non, quasiment avec de l'électricité qui elle-même est verte. Du coup, de l'électricité produite par des panneaux solaires, par des éoliennes, etc., etc. Le principe de l'hydrogène, c'est très simple. Vous prenez de l'eau, vous mettez de l'électrolyse, et grâce à un courant électrique, ça permet de séparer les molécules, et ça vous permet du coup d'isoler les molécules d'hydrogène. C'est celle qui nous intéresse. C'est un gaz. Et c'est un gaz ensuite qui peut être, quand elle est réinjectée dans ce qu'on appelle une pile à combustible, peut du coup reproduire de l'énergie. Du coup, vous, avec de l'électricité, vous fabriquez de l'hydrogène, et avec de l'hydrogène, vous refabriquez de l'électricité. Voilà, c'est comme ça que, d'un point de vue du principe, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'hydrogène par rapport au CES? Alors déjà, il y a un certain nombre de véhicules qui sont à carburant hydrogène. Là, vous avez par exemple un véhicule de transport Vitol qui est fait par une société française, grenobloise, qui du coup voudrait produire un véhicule de transport aérien à l'hydrogène. Alors c'est pas une start-up, c'est une société qui existe depuis une dizaine d'années, donc voilà, on est vraiment dans l'industrie. Là, c'est un véhicule qui, pour le coup, jette un effet waouh, pour le coup. C'est un véhicule de la société Hyperion, qui se définit comme le futur concurrent de Tesla, mais sur le créneau de l'hydrogène, pour le coup. Véhicule très futuriste, évidemment, avec tout l'automatisme qui va bien et qui veut concurrencer Tesla. Là, vous avez du coup l'Airbus, qui et l'industrie aéronautique est également très intéressée par l'hydrogène. C'est certainement le carburant du futur pour les avions. Vous savez qu'aujourd'hui, les avions consomment beaucoup et ça crée des problèmes sociétaux. L'hydrogène est clairement une des ruptures technologiques qu'il faudrait. Là, vous avez par exemple on va dire l'engagement ou la conviction du président de Airbus, qui en fait se fixe comme objectif 2035 pour produire un avion à zéro émission, c'est-à-dire un avion à hydrogène. Voilà. L'hydrogène, c'est clairement un sujet qui est présent au CES et qui du coup ouvre la voie à énormément de cas d'usage possibles, bien sûr. On va avancer puisque je vois qu'il nous reste à peu près 8 minutes, je ne voudrais pas vous mettre en retard. On va du coup aller faire une petite pause dans les innovations technologiques et parler un petit peu de la présence française au CES.
hop. Alors, hop, non, pardon, je me suis trompé. Hop, voilà. Alors j'ai été perturbé par des commentaires de Martin Druard notamment, qui, en bon expert du Club Énergie, me dit que ce n'est pas une énergie. Tu as parfaitement raison, hein, Martin, l'hydrogène n'est pas une énergie, c'est un transporteur d'énergie, pour être très précis, mais tu me permettras un peu de vulgarisation ce soir. On va faire une petite pause dans les innovations technologiques. Avant d'y revenir, intéressons-nous à la présence française au CES, ce qu'on appelle la French Tech. Juste pour donner un petit peu d'ouverture de finalement comment est-ce que nous, Français, on se positionne dans ce type de salon technologique. Alors, faut savoir que le CES est rangé par délégation, par pays. Hein, c'est un peu comme les Jeux Olympiques finalement. Vous arrivez avec la délégation et puis vous êtes situé, vous êtes placé par délégation. C'est-à-dire que bizarrement, vous n'avez pas les entreprises, les constructeurs ensemble, vous n'avez pas par exemple les fournisseurs d'innovation, enfin d'intelligence artificielle ensemble, vous avez d'abord les pays. Et ensuite, au sein des pays, eh bien, les pays s'organisent comme ils veulent. Alors moi, il y a une chose que j'ai jamais compris par rapport à la délégation française, c'est que quand vous allez sur le stand de la France, vous êtes organisé non pas par sujet, c'est-à-dire moi, si je veux aller voir des sociétés blockchain, je ne peux pas aller voir les sociétés blockchain, je ne sais pas où elles sont, parce que c'est organisé en région. Vous avez la région PACA, vous avez la région Île-de-France, c'est organisé en région. C'est comme ça. C'est complètement aberrant, parce que quelqu'un de l'étranger ne comprend rien à nos régions et n'ont pas besoin d'être guidés par les régions. Mais c'est comme ça. Les régions subventionnent en fait la présence des startups, en particulier au CES, et donc du coup aiment bien avoir des pavillons régionaux. Voilà. Ça, c'est à mon sens une anomalie du coup de la délégation française. Il n'y a qu'en France qu'on fait ça, hein, pour le coup. Dans les autres délégations, c'est toujours bien rangé par secteur, par domaine, etc., etc. La France est plutôt bien représentée au CES. Hein. Je vais prendre des petites notes parce que là, il y a des chiffres. Le premier pays le plus représenté, c'est évidemment les États-Unis. Ils sont à domicile, c'est facile. Et en plus, vous savez, Las Vegas. Pourquoi Las Vegas? D'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Pourquoi Las Vegas? Parce que, premièrement, la localisation est parfaite. C'est à côté de la Silicon Valley et c'est à côté de Hollywood. Et comme c'est les deux influences du CES, c'est assez proche. Deuxièmement, c'est la ville qui a la plus forte capacité hôtelière dans le monde et qui est capable d'accueillir 200 000 personnes, voire 250 000 personnes. Aucun autre pays qui est capable de faire réellement ça. On a un espace aussi réduit, avec toute la logistique qui va bien sûr. Alors les États-Unis sont premiers bien sûr en nombre de participants, en nombre d'exposants pour le coup. Le deuxième pays, c'est la Corée du Sud, pour le coup, avec 330 participants cette année, stand, qui est un pays qui est éminemment technologique. Le troisième pays, c'est la Chine, et le quatrième pays, c'est la France, justement, talonné très proche par Taïwan et puis par la Hollande, pour le coup. On reparlera de la Hollande tout à l'heure. Écoutez, la French Tech n'a pas à rougir, hein. C'est un pays d'entrepreneurs. Cette année d'ailleurs, vous avez dû lire la presse, la France est un des pays qui a levé le plus de fonds pour ses startups. En tout cas en Europe. Elle ne fait pas encore jeu égal évidemment avec les États-Unis ou avec la Chine, mais par contre, voilà, on est devant les Britanniques, on est devant l'Allemagne. C'est clairement un pays de start-upers pour le coup, et ça on peut s'en satisfaire. Et puis les innovations qui sortent de la France sont toujours très intéressantes. Elles sont toujours marquées un petit peu par ce qui nous caractérise, c'est-à-dire par exemple l'écologie. Il y a une fibre écologique plus forte en Europe qu'aux États-Unis ou en Chine, ça je ne vous apprends rien. Eh bien voilà, il y a pas mal d'innovations dans ce sens-là. D'ailleurs, je ne vais pas en faire des tonnes sur la partie French Tech parce que y a une consultante qui m'a beaucoup aidé dans cette préparation qui s'appelle Lucie Richard, qui a justement écrit un article sur LinkedIn, justement sur la French Tech. On va vous le mettre du coup là dans le chat pour que vous puissiez y avoir accès, le lien direct. Et puis de toute façon, à la fin, je ne l'ai pas dit, mais on enverra une petite synthèse de tout l'ensemble des sources qui m'ont permis de préparer ce webinaire, pour que l'ensemble des personnes, consultants, clients, étudiants, eh bien, que vous puissiez du coup faire vos recherches par vous-même si vous souhaitez aller plus loin pour le coup. Tout est évidemment sourcé. Je vais du coup aller à la dernière partie parce que je vois qu'il me reste 4 minutes. La dernière partie, c'est tout simplement une partie un petit peu plus légère sur les différentes innovations technologiques que j'ai pu un petit peu récolter, que je souhaiterais commenter. Alors évidemment, il y a un aspect qui est très frustrant parce qu'on arrive bientôt à la fin et on ne peut absolument pas parcourir toutes les innovations qu'il y a au CES. Il y a plus de entre 15 et 20 000 innovations qui est proposées chaque année. Voilà, c'est toujours très frustrant parce qu'on ne peut pas tout couvrir pour le coup. Du coup, la dernière partie, c'est clairement une partie un petit peu plus déstructurée, mais voilà, on va parcourir du coup ensemble un certain nombre d'innovations technologiques que j'ai pu trouver pour le coup. Alors, on va parler des téléphones mobiles et des écrans, parce que, à mon sens, il y a là une rupture technologique qui a commencé il y a maintenant 2 ans. C'est les écrans.
notamment les écrans flexibles pour le coup. Là vous avez par exemple un téléphone LG, le Rollable, pour prendre un peu l'accent anglais, un téléphone dont l'écran en fait se déroule et du coup devient plus grand. Alors c'est pas un écran élastique, hein, c'est un écran qui se déroule et qui du coup forme une surface plus grande pour le coup. Alors là pour le coup c'est moi je trouve ça dingue hein, pour le coup hein. Et quand vous voyez la présentation marketing est très bien faite en plus, ça permet de passer d'un téléphone à une tablette pour le coup. Deuxième constructeur qui propose quasiment exactement la même chose, une société chinoise pour le coup, Oppo X, le sujet, et c'est exactement la même chose, vous voyez un écran qui du coup s'étire pour le coup. Alors juste je vais faire une petite pause si vous me le permettez ici pour commenter un point quand même d'évolution. C'est les écrans. On le voit pas bien, enfin on le sent pas forcément parce que d'année en année, on est dans un mode maintenant de consommation très forte des téléphones portables et du coup à chaque innovation on ne les voit plus les innovations, mais croyez-moi sur l'aspect écran, il y a une vraie innovation, une vraie avancée technologique ces dernières années. On rentre dans l'ère un peu des écrans souples, flexibles. Les écrans c'est pas compliqué, hein, c'est des LED, c'est des choses qui sont de plus en plus fines. On est très loin maintenant des technologies qui nécessitent beaucoup d'épaisseur. On est maintenant sur des choses qui sont très fines. Il y a même des startups qui proposent maintenant quasiment du papier peint qui permettent d'afficher, papier peint écran en fait. Et je pense qu'on va rentrer dans une nouvelle ère d'IHM très différent. Alors c'est un sujet que j'aurais bien voulu traiter ce soir, mais j'ai dû l'enlever parce qu'il y avait trop de choses à dire. C'est les interfaces homme-machine que j'estime de nouvelle génération. Et les écrans de téléphone portable, je trouve que commence à se diversifier. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, le terme écran est d'ailleurs assez mal trouvé parce que un écran, c'est ce qui, comme mon téléphone, c'est ce qui finalement bloque la communication entre deux personnes. Un écran, ça sert bien à ça sert à du coup bloquer une forme de communication. Du coup, le terme n'est pas très bien choisi et on commence à être maintenant dans des écrans qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus permissifs, qui commencent à épouser des formes. On est maintenant dans des technologies qui permettent de sortir du rectangle classique. On a, j'ai surtout vu ça l'année dernière, des écrans ronds, ovales, qui épousent des formes. C'est beaucoup utilisé dans les projets de tableau de bord des voitures, pour avoir des écrans qui épousent complètement le tableau de bord et pas quelque chose qui soit que carré en fait. Les télés aussi, je crois que la suite d'ailleurs des innovations que je voudrais vous montrer parle des télés. Je regarde, j'avance vite fait. Voilà, des télés. Alors là, c'est une télé qui est proposée par LG, une télé transparente, alors qui sert aussi de plexiglas hein, pour le Covid, pour le coup. Alors, pour le coup, ils ont ça existait déjà avant, hein, mais bon, forcément, ils ont trouvé un peu le credo marketing pour dire que c'est bien sûr Covid compatible. Comme ça, vous n'avez pas de postillon vis-à-vis de votre interlocuteur. Vous pouvez lui parler tout en regardant la télé. Est-ce que ça sert à quelque chose? Personnellement, je ne pense pas, mais voilà, c'est aussi le CES. Il y a des choses qui ne servent à rien et qui font un effet waouh, tout comme cette télé. Autre chose intéressante, je vais regarder, est-ce que... Alors, j'avais une autre vidéo, mais malheureusement, je crois que je ne l'ai pas. Tac. Ah, j'ai un problème avec ma vidéo. Je voulais vous montrer autre chose, mais malheureusement, la vidéo n'est pas passée. J'aurais pu vous montrer aussi des casques connectés, des masques connectés. Alors ça, il y a eu aussi tout un vent en fait, de covidisation de la technologie, évidemment avec l'arrivée du Covid. Fait que certains constructeurs, notamment un constructeur qui s'appelle Razer, qui est connu des gamers par exemple, qui font du matériel pour les joueurs de PC, ils ont proposé un masque connecté, un masque FFP2 connecté, c'est-à-dire alors complètement hermétique avec un système de respiration. Alors ça permet de ne pas avoir de la buée sur les lunettes, ça permet d'être complètement hermétique et d'avoir un filtrage apparemment très haut de gamme. Vous avez aussi un autre constructeur qui propose aussi un masque avec des oreillettes. Je pense que c'est absolument inutile. Si vous voulez des oreillettes, achetez une oreillette. Si vous voulez un masque, achetez un masque. Mais la somme des deux, à mon sens, n'a pas de sens. On a vu aussi des insolites, hein. On a vu aussi une machine à glace connectée, une espèce de machine à glace Nespresso, c'est-à-dire que vous achetez des capsules qui vous permettent de fabriquer une glace à l'italienne. C'est très malin dans le concept, c'est absolument pas écologique, évidemment, donc ça n'a à mon sens aucun intérêt pour le coup. Si vous voulez une glace, achetez une glace à Gendaz, ça fait parfaitement l'affaire. Voilà, c'est aussi le CES, hein, c'est aussi quelque part le folklore du CES. Il y a énormément de choses qui ne servent à rien. La majorité des choses ne servent à rien. L'année dernière, par exemple, il y avait la proposition d'une patate connectée.
une patate connectée, c'est-à-dire une patate, vous branchez une antenne, et ça vous permettait d'avoir une antenne de communication, une antenne de type Wi-Fi, Bluetooth, etc., tout simplement parce que au sein d'une patate, il y a des interactions chimiques qui créent un courant électrique qui peut alimenter une antenne. Voilà, ça ne sert à rien, on est d'accord, mais voilà, ça fait partie du CES pour le coup. J'en arrive du coup à la fin de ce webinar, déjà, vous voyez, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble pour le coup, et je vais du coup conclure. Alors attendez, je vais me mettre en grand écran quand même pour conclure correctement. Conclure par vous dire quoi? Vous dire que cette édition 2021 laisse un petit goût perplexe pour le coup, parce que évidemment, étant passionné de la technologie, on veut voir plus de choses, on veut voir des annonces, on veut voir des vraies ruptures technologiques. Il n'y a pas tout ça cette année, clairement, même si on est dans une forme de continuité technologique. Évidemment, hein, le CES, chaque année, ne révolutionne pas le monde, c'est qu'une continuité. Et les différents thèmes que j'ai choisi de vous proposer, ce sont, à mon sens, des thèmes très importants. On n'a pas eu le temps ce soir de rentrer vraiment dans les cas d'usage que ça peut conduire, mais ça c'est aussi peut-être des discussions qu'on doit faire après coup, des meet-after qu'on doit faire après coup. Et n'hésitez pas à nous solliciter, n'hésitez pas à me solliciter. Moi je suis très présent sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, je vais communiquer un certain nombre de choses et de ressources, l'ensemble des sources que j'ai utilisées pour ce webinaire, je les mettrai sur mon profil LinkedIn, donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai une dernière chose à vous dire qui est très importante et c'est une surprise que j'ai gardée pour la fin, pour le coup. Dans un mois, un peu moins d'1 mois, le 9 mars, si vous avez aimé ce webinaire, sachez qu'on organise du coup une table ronde dans 3 semaines, une table ronde sur l'intelligence artificielle et l'éthique. Et si vous n'avez pas aimé ce webinaire, sachez que ça sera totalement différent parce que ça ne sera pas moi qui l'animera, ça sera des intervenants externes et ça sera donc du coup de meilleure qualité. Donc si vous avez bien aimé, vous pouvez venir. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez venir aussi. 3 intervenants. Alors je m'en excuse parce que je n'ai pas le flyer, j'ai oublié de mettre le flyer, donc si jamais soit Marion Sakala peut donner du coup le flyer sur le forum, tout simplement je vous invite à une table ronde avec 3 intervenants très qualifiés sur les questions de l'intelligence artificielle et de l'éthique. Yann Ferguson qui est une tête de pont de l'IA en France, qui est un chercheur dans l'IA et des questions sur l'IA et l'impact sur le monde du travail. On aura également William Eldin qui est un start-upper qui propose une solution de caméras intelligentes pour les smart cities notamment, et on aura une personne de EDF, la personne de Stéphane Ternaud qui s'occupe justement des questions autour de l'éthique et de l'IA. Ça sera extrêmement passionnant. Le 7 mars, on vous donne déjà le lien pour vous inscrire. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais pour vous, vous avez la possibilité dès ce soir de vous inscrire alors qu'on n'a pas encore envoyé les communications sur cette table ronde. N'hésitez pas à vous inscrire parce que je pense qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. On va, à mon avis, pour des raisons de capacité, devoir du coup limiter. Il y aura certainement beaucoup plus de monde que ce soir, donc n'hésitez pas à vous inscrire dès ce soir. C'est juste un clic pour vous inscrire. On arrive à la fin du coup de ce webinaire. Je vous remercie vraiment chaleureusement de m'avoir écouté. J'espère que du coup ça a pu vous apporter un certain nombre d'informations, vraiment de manière très condensée. J'espère aussi que ça vous a diverti parce qu'on n'oublie pas aussi de s'amuser. La technologie, ça sert aussi à ça. Et puis j'en reviens pour les étudiants. Eh bien écoutez, je vous souhaite vraiment de bon courage. Tenez bon, et puis pour l'ensemble des personnes, eh bien écoutez, gardez courage dans cette situation un peu compliquée de crise sanitaire et puis de confinement ou pas. Eh bien, prenez soin de vous. Eh bien, je vous souhaite bien sûr très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.